Bienvenue à tous et à toutes à cette conférence qui a pour titre Mobiliser les faiblesses du cerveau pour nourrir le plaisir d'apprendre le français. Nos deux animatrices sont et seront Madame Tania Gesto, qui va elle-même se présenter par la suite, et Madame Janie Gagnon-Pellerin. Je vais vous demander de garder donc vos micros fermés. Les deux animatrices sont d'accord. En fait, elles vont vous solliciter durant la conférence, durant l'atelier, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Donc, ne vous gênez pas. Alors, je laisserai la parole à Madame Tania ou à Madame Jenny. Bon atelier. Bonjour, d'abord merci d'être là. Juste avant de commencer, j'aimerais préciser que Janie et moi, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, mais c'est la première fois qu'on donne cette conférence. Alors, on va vous demander d'être patient et patiente. J'imagine qu'on fera des petites erreurs qu'on va corriger au fur et à mesure, mais je veux que vous le sachiez que on s'est fait une petite générale juste avant la conférence. On pense que ça va bien, mais il est possible qu'il y ait des embûches. Je vais me présenter, Janie, ou tu veux commencer? Oui, vas-y, vas-y. D'accord. Alors, je m'appelle Tania Gesto. Ça fait 21 ans que j'enseigne. J'arrive même pas à lui croire. Et puis, je veux vous dire que j'adore ce que je fais. Mon plaisir, je le retrouve à tous les jours en salle de classe. En 21 ans, ça m'est arrivé 2 fois de me réveiller en me disant, oh, je veux pas y aller. Pour moi, aller à l'école, c'est pas aller au travail. Moi, je vais à l'école. C'est même pas, je peux même pas m'imaginer que je suis payée pour faire ce que je fais, là. J'aime beaucoup ça. Il y a des moments plus difficiles, il y a des groupes plus difficiles, il y a des élèves plus difficiles. Il y a moi qui peux être fatiguée aussi, une mauvaise humeur. On a chacune et chacun notre personnalité, mais j'aime toujours ce que je fais. Et puis, je travaille à LCCHS, donc c'est une école secondaire de la commission scolaire Lester B. Pearson dans l'ouest de la ville. Ça fait 9 ans que je travaille à cette école. J'ai travaillé sur la Rive-Sud, j'ai travaillé à l'étranger. Je considère que j'ai une bonne vision d'ensemble des élèves en langue seconde. Et Janie, je vais te laisser te présenter. Oui, alors moi, c'est Janie Gagnon-Pellerin. J'enseigne le français langue seconde au secondaire 2, 3, 4 et 5. Moi, j'enseigne dans un petit village à New Carlisle, en Gaspésie, dans la baie des Chaleurs. Donc, petite communauté anglophone de la Gaspésie. Moi, ça fait depuis 2017 que j'ai terminé mon cours en enseignement. Mais je vais commencer, moi, en enseignement du français langue première. Pour par la suite, là, ça fait 3 ans que je suis en langue seconde là, à ma nouvelle école. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici pour vous présenter brièvement, faire un survol du travail de recherche de M. Michael Zuniga. C'est un homme qui a travaillé pendant des années à essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile pour les élèves d'apprendre le français en tant que langue seconde. Il veut travailler aussi l'engagement. Comment amener notre clientèle à aimer, apprécier l'apprentissage de la langue seconde. Et puis, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce sont les faiblesses du cerveau. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les élèves, ils ne font pas juste ça pour mal faire. Ce n'est pas parce qu'ils sont tannants et qu'ils ne nous aiment pas que c'est compliqué. Il y a vraiment des embûches qui viennent de la façon dont nous sommes faits. Donc, ce n'est pas que de la mauvaise foi. Il y a aussi quelque chose de physique et physiologique qui se passe. Janie, je te laisse présenter ceci. Alors, donc, nous, notre conférence d'aujourd'hui, notre atelier d'aujourd'hui, c'est pour nous aider à comprendre les faiblesses du cerveau, mais savoir aussi comment les mobiliser pour aider les élèves à être engagés dans la salle de classe. Donc, c'est séparé en quelques blocs. Donc, il va y avoir une première partie que ça va être Tania qui va faire les 3 premières faiblesses. Par la suite, je vais enchaîner. On va avoir quelques temps ciblés pour que vous puissiez nous
poser des questions, faire des commentaires. On a aussi des petites interactions ici et là de prévues. Puis, à la fin, on va avoir une activité à vous proposer que Tania et moi, on a conçu ensemble pendant nos 2 ans. Là, on a eu à faire pas mal de choses, dont des activités qui visent à favoriser l'engagement. Donc, on va vous présenter ça plus vers la fin. Très bien. Alors, je vais enchaîner avec la première faiblesse, c'est l'oubli. Si déjà les jeunes, ils oublient, moi, je peux vous garantir qu'en vieillissant, ça ne s'arrange pas du tout. En fait, lorsque le cerveau reçoit de l'information, son travail, c'est de filtrer tout ça, de garder ce qui lui semble important, puis de mettre de côté ce qui ne fonctionne pas. Ça ne veut pas dire qu'il met à la poubelle tout ce qu'il ne juge pas important, mais il enfouit ça dans une part de l'inconscient. S'il n'en a plus de besoin, ben, on l'oublie. Effectivement, ça ne nous reviendra plus. Ce qui est important pour nous, c'est de laisser des moments de pause pour que le cerveau puisse faire son travail. Ce qui est important, c'est garder. Ce qui est moins important, c'est cacher. Et ce qu'on doit savoir aussi, c'est que le cerveau est bon pour garder l'information nécessaire, mais ça ne veut pas dire que ce qui n'est pas nécessaire ne sera pas revisité par la suite. C'est en lien avec ce que l'on vit, avec pas des activités, mais avec des événements qui peuvent faire ressurgir ces informations-là. Ce n'est pas parce qu'on ne se souvient pas de quelque chose que on l'a oublié. Ça veut juste dire qu'on n'a pas, que le cerveau n'a pas trouvé une façon d'aller récupérer cette information-là parce qu'on n'en a pas vécu l'expérience à nouveau. Ce qui est important pour nos élèves, c'est vraiment d'essayer de combiner les nouvelles connaissances avec ce qu'on connaît déjà. Si on arrive avec un nouveau concept, c'est important d'aller essayer de retrouver dans notre tête, dans notre cervelle, ce qu'on avait déjà pour faire des liens. Les connaissances, ce n'est pas statique, c'est en perpétuel mouvement ou construction. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un climat qui favorise l'apprentissage. Donc, il faut que ça soit calme, agréable dans la classe pour essayer de retrouver ces informations-là, ces connaissances-là. Ce qui est moins optimal dans une salle de classe, c'est de donner des listes à apprendre et tout ça, sans lien, sans contexte. Là, tout ça, c'est propice à ce qu'on oublie. Si on a des longues périodes de classe, c'est important de prendre notre souffle, de faire des arrêts dans tout ça pour que le cerveau puisse traiter l'information puis ait le temps de faire son travail de filtrage. C'est aussi important de limiter ce qu'on présente de nouveau dans une semaine, dans une classe, parce que ça peut être surchargé. Puis là, c'est sûr que le filtre, le travail, le ménage se fait moins bien. Je suis convaincue que vous aussi, des fois, par manque de temps, parce que les bulletins arrivent, parce qu'il me manque une note d'écriture, vite, 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 on va apprendre une nouvelle liste de vocabulaire. On donne une soirée pour apprendre parce qu'on en a absolument besoin. Moi, quand je fais ça, je me rends bien compte que, oh oui, les plus doués vont me pondre tout ça parce qu'ils sont très bons dans le par cœur, mais dès que je demande de transposer ces connaissances-là dans un texte, ça ne fonctionne pas du tout. Je vois bien qu'ils n'ont rien appris. Donc, limiter la quantité et laisser respirer un peu le cerveau, là, c'est ce qui sera le plus optimal pour l'apprentissage d'une langue seconde. Si vous voulez, puis je vais le dire une fois, vous êtes libre d'utiliser le chat ou non, aucun problème, là, mais si vous avez un scénario comme celui-ci, donc 3 élèves qui disposent de 4 heures d'études, croyez-vous que l'élève numéro 1, l'élève numéro 2 ou l'élève numéro 3 aura plutôt tendance à retenir
l'enseignement ou les apprentissages. Alors, le premier élève, ben, la veille de l'examen, il se tape un beau 4 heures, il apprend tout ça. L'élève numéro 2, il se dit, ben moi, je fais 1 heure par jour. Ou l'élève numéro 3 qui se dit, ben moi, j'échelonne ça plus longuement, une petite demi-heure par jour. Je ne sais pas si j'ai eu le temps d'aller voir les réponses, là. Ah, mais je les vois, puis c'est assez unanime là, que Effectivement. l'élève numéro 3. Ouais. Alors, c'est sûr, comme je disais, l'idéalement, il faudrait qu'on laisse du temps. Il faudrait qu'on laisse du temps aux jeunes à assimiler. Puis, on est tous et toutes coupables, là, manque de temps, les bulletins et tout ça, c'est sûr que c'est pas 100% possible à tout moment, mais quand on a le temps, puis qu'on peut présenter quelque chose sur une plus longue période de temps, je crois que ça favorise l'apprentissage et ça aide les élèves. La deuxième faiblesse, c'est l'apprentissage. Contrairement à un ordinateur, on ne prend pas nos informations, on ne les store pas dans un endroit, puis on ne va pas les repiger. Ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On a besoin de comprendre, on a besoin de faire des liens. Donc, c'est très important de relier les apprentissages. Ce qu'on fait très mal, c'est apprendre sous pression. Alors, quand il y a un stress, quand il y a une contrainte de temps, c'est pas super bon. On est mauvais pour se souvenir de faits, de dates, d'informations qui sont seules, qui sont pas interreliées. Et puis aussi, on peut désapprendre. C'est-à-dire que si on revisite pas des connaissances, ben, elles sont vraiment loin, puis on ne se rappelle plus de ça. Je suis la preuve vivante de tout ça. Moi, j'ai fait des 5,36 au secondaire. Je me trouvais super bonne, j'adorais ça. Puis la vie m'a amenée ailleurs. Ne me demandez pas d'appliquer une règle de quoi que ce soit, une formule. Je ne me rappelle plus de rien. Mes mathématiques sont très hands-on, ce que j'ai besoin dans ma vie de tous les jours. Et pourtant, je me considérais comme bonne, puis que je comprenais facilement les mathématiques. C'est terminé. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas réactivé ces connaissances-là. Ce qu'on doit se souvenir, encore une fois, c'est essayer de revenir, retravailler sur des concepts au lieu de penser, bon, ben moi, j'ai donné ma classe, j'ai couvert ça, c'est bon, c'est fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne pour personne, ni pour nous, ni pour nos élèves. Alors, c'est bien de faire des connexions avec ce que les élèves vivent, avec ce que les élèves connaissent. C'est encore une fois préférable de revisiter plusieurs fois. Ça permet d'assimiler les apprentissages d'une façon plus efficace. Ma troisième, Janie, tu m'arrêtes si tu veux dire des choses. Moi, je suis partie. Ouais, tu fais bien ça. Merci. Notre mémoire, ça aussi, c'est quelque chose. Alors, la mémoire, les souvenirs, c'est des constructions. Alors, on va se remémoriser, on va repuiser des souvenirs, puis on va mettre ça ensemble. Quand on essaie de se reconstruire un événement, notre cerveau, par défaut, il veut que ça marche. Fait que s'il y a des blancs, s'il y a des éléments qui nous manquent, c'est même pas parce qu'on est menteur, c'est même pas de notre contrôle. La mémoire décide de combler les trous, puis des fois, ben, c'est pas avec de la réalité, c'est avec d'autres connaissances qui viennent s'ajouter à ça. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on reçoit, on stocke, et puis là, quand on revisite, ben, on revisite ce qui nous a plu ou ce qui nous a marqué. Un exemple de ça, si vous allez, par exemple, vous êtes allé à une fête il y a 15 ans, je ne sais pas, votre bal définissant, quoi que ce soit, vous rencontrez votre ami, votre cavalier ou cavalière de l'époque, puis là, vous vous remémorez le souvenir. Mais pour une personne, on va se rappeler de la couleur de la robe, de ce qu'on a mangé. Pour une autre, ben, ça va être la musique qui jouait, tout ça. Puis, on va se rendre compte que nos souvenirs ne sont pas les mêmes, mais en mettant ça ensemble,
Ah ben là, oui, ça fonctionne. Ah oui, là, je me rappelle, il y a des choses qui reviennent. Dans une salle de classe, on peut penser à l'importance de laisser nos élèves travailler ensemble, donc se remémorer les apprentissages que l'enseignant a donnés. Entre eux, ils vont être capables de combler les manques comme ça, puis ça va permettre de, encore une fois, consolider l'apprentissage, d'avoir une meilleure compréhension, de se souvenir de ces notions-là qu'on a enseignées. Une chose aussi qui est importante à signaler, c'est si si notre apprentissage se fait dans un esprit positif, ben, notre tête, elle a envie de s'en souvenir, tandis que ce qui fait mal, ce qui est négatif, on a tendance à vouloir laisser ça en dessous, d'où l'importance de créer un climat de classe qui est bien positif le plus possible. Si l'émotion, elle est positive, le souvenir reste plus à la mémoire. Si c'est négatif, par défaut, on a tendance à oublier. Aussi, en classe, on essaie de miser sur ce qui est plus global, plus général. Le détail, c'est plus compliqué pour notre mémoire. Le général, on y revient souvent, donc c'est facile de s'en souvenir, tandis que le détail, bien, ça demande encore plus de connexion, plus de travail. J'ai envie de vous dire, par exemple, l'accord des participes passés, ben, moi, je leur dis aux élèves, vous, avec avoir, là, on ne fait rien. Oui, dans quelques cas, il y a des exceptions, puis nous, on a une langue d'exception, mais il est préférable que les enfants se rappelle du général et quand ces notions-là seront bien consolidées, on peut bâtir, on peut ajouter les détails pour plus tard. Dans 95% des cas, ils auront raison, ça n'aura pas d'incidence sur la majorité du travail. Là, je pense que, Janie, c'est le moment où je veux mettre le test d'attention, que j'ai de la misère à changer mes slides. Je vous demande d'être patient, ça va fonctionner. C'est pour la suite que tout à l'heure, j'ai eu de la difficulté. Juste pour prendre une petite pause de connaissance, Janie et moi, on va vous présenter un petit test d'attention. C'est assez simple. Je ne sais pas s'il va partir tout de suite, donc je vais vous dire à l'avance, là, le test, c'est un message à intérêt public anglais, donc d'Angleterre. Donc, ça a été fait en anglais, mais j'ai trouvé une version avec des sous-titres. J'espère que ça conviendra à tout le monde. Ça prend 1 minute, c'est pour le plaisir simplement. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? OK, alors c'est pour, oui, sécurité. Dans le chat, vous pouvez peut-être dire si vous aviez réussi à avoir les 13 ou à avoir l'espèce d'ours qui fait une petite danse. Peut-être vous aviez déjà vu, peut-être aussi qu'il l'avait déjà vu, hein, Janie, c'est possible aussi, mais c'est pour vous dire que lorsqu'on est concentré, on peut, la tête ne voit pas tout, on n'a pas, et puis aussi, ben, ça ressemble à ça dans notre salle de classe, là, les enfants, ils ne sont pas toujours, ils sont focus sur une chose, donc l'attention est vraiment dirigée sur quelque chose, il y a plein de choses, autre chose qu'on ne voit pas.
Je ne sais pas, Janice, si tu veux faire... Oui, mais juste un petit complément, là, ça semble encore une fois très unanime que les gens ont été en mesure d'avoir le bon nombre, ou presque, mais que personne n'avait vu l'ours. On est absorbé. Quand on est absorbé, Oui, ben, c'est ça, comme c'est concentré sur le ballon, donc tu oublies ce qui vient autour. tout le reste. Janice, je vais te laisser continuer avec la 4e faiblesse. Oui, je vais continuer. Je me demandais avant de continuer, est-ce que vous avez des commentaires, des questions avant que je poursuive? Je vais continuer. Tout roule. Excellent. Merci, Francis. Alors, je vais poursuivre avec la 4e faiblesse, qui est le phénomène du blackout, quand notre cerveau nous lâche. Donc, je suis convaincue que plusieurs d'entre vous, incluant moi, ont déjà vécu une situation stressante qui a fait en sorte qu'on a tout oublié. Je vous donne un exemple bien concret. Je me souviens très bien qu'en 2e année du primaire, j'avais un oral à faire qui était sur les chats. Et je connaissais très bien mon sujet. Je suis une fille très préparée. Hein? Donc, mon texte, je l'avais écrit, je l'avais mémorisé, j'étais très prête. Mais j'étais tellement terrorisée d'aller parler devant toute la classe que le niveau de stress était tellement trop fort que j'ai tout oublié, complètement tout oublié. Mon cerveau ne fonctionnait plus. J'étais en avant, je faisais rien. Il n'y a rien qui fonctionnait. J'étais complètement en blackout. Je me souviens juste de mon enseignante qui me demande de retourner à ma place. Et c'est ça, je n'ai pas fait mon oral du tout parce que le stress était trop grand. Donc, j'avais vécu ce fameux phénomène-là. Donc, le blackout, c'est ça. C'est quand notre cerveau ne fonctionne plus pour X, Y raison, entre autres le stress, qui est un très gros facteur qui peut nuire, c'est ça, au fonctionnement de notre cerveau. Donc, c'est vraiment cette sensation-là de tout oublier. Je vais te faire changer de diapo. Tu peux cliquer. Parfait. Donc, moi, je donne l'exemple d'une présentation orale qui, on peut le voir dans une salle de classe assez facilement, mais plein d'autres situations peuvent créer un stress. Par exemple, une entrevue d'emploi peut être une grosse source de stress pour quelqu'un. Réussir l'examen du ministère, ça s'en vient, c'est bientôt. L'examen de lecture est le 11 mai. J'ai des élèves, moi, en secondaire 5, qui sont très bonnes, très compétentes. Mais là, c'est drôle. Ils me posent des questions que je me dis, bien voyons, tu le sais, ça pourtant. Mais elles commencent déjà à stresser. Donc, le stress commence à venir jouer avec leur cerveau un peu. Donc, le stress a beaucoup d'influence sur nos connaissances, sur notre habileté, en fait, à aller chercher nos connaissances déjà acquises. Conduire une route glacée. Moi, j'habite en Gaspésie. Donc, des fois, l'hiver, c'est pas super facile de conduire. Je me considère comme une bonne conductrice, mais quand la route est glacée, que le vent de la mer arrive, que de la poudrerie, laisse-moi dire que le niveau de stress est assez haut et que ça se peut que ma conduite, je sois moins sûre. Donc, c'est ça le blackout. C'est quand le stress, on n'est pas capable de le gérer, puis que ça vient entraver nos connaissances. Tu vas pouvoir changer. Une autre faiblesse, puis là, je les présente, mais vous allez voir qu'à la fin de ma partie, ça va tout se mettre ensemble. Une autre faiblesse de notre cerveau, c'est lorsqu'on s'ennuie. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez me répondre simplement dans le chat, est-ce que vous considérez que l'ennui, le fait de s'ennuyer, pas s'ennuyer de quelqu'un, mais juste s'ennuyer, est mauvais? Est-ce que c'est toujours quelque chose de négatif? Ah, j'aime ça. Il y a une réponse qui fait un lien avec ce que je veux parler. OK. Ah, OK. Ouais. Super, ça a l'air super intéressant. La majorité disait non et c'est en plein là que je veux aller, effectivement. Donc, l'ennui, c'est quoi ça? L'ennui, c'est quand on est en inaction, on n'est pas en train de faire quelque chose, on a comme du temps libre, du temps de lousse.
L'ennui peut survenir par un manque d'intérêt ou un manque d'activité. Donc, par exemple, on est dans une salle de classe, puis le sujet du jour ne nous intéresse pas du tout, mais on est obligé d'être là et de regarder l'enseignant parler. Donc, ça peut mener à de l'ennui. Une activité monotone qui ne nous intéresse pas vraiment, qui est très répétitive, qu'on ne comprend pas trop vraiment pourquoi on la fait, peut mener à de l'ennui aussi, ou tout simplement quelque chose qui ne nous intéresse pas. Donc, tout le monde vit de l'ennui au quotidien. Puis plusieurs raisons peuvent expliquer ça. Donc, je parle d'inactivité et de ne pas être intéressé, mais juste la fatigue aussi peut nous nuire et faire en sorte qu'on est moins concentré, donc on n'est pas impliqué, donc on s'ennuie. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent faire ça. Tu peux changer. Donc, il y a deux types d'ennui. Donc, j'aime bien les réponses qu'on a vues, que non, ce n'est pas toujours négatif. On a l'ennui forcé. L'ennui forcé, ça, c'est mon exemple de l'élève qui est dans la classe, qui est obligé d'être là. Bon, doit être à l'école, doit être dans son cours, on va dire, d'histoire. Et ça ne l'intéresse pas du tout. L'enseignant fait juste montrer des diapositives, puis tout ce qu'il a à faire, l'élève, c'est d'écouter l'enseignant parler. Bien, ça se peut fortement que cet élève-là commence à avoir des comportements dérangeants, perturbateurs. Par exemple, vouloir utiliser son téléphone en cachette. Ah, donc, il trouve ça pas intéressant ce qui se passe. Donc, en dessous de son bureau, il va essayer de texter, d'aller voir ses réseaux sociaux. Ça va être un élève qui va commencer à lancer des bouts d'efface, faire des avions en papier, essayer de déranger les autres parce qu'il veut s'occuper. Le cerveau, ce n'est pas comme une machine que je peux éteindre, mettre sur pause, redémarrer. Ce n'est pas de même ça marche. C'est quelque chose d'organique qui est toujours constamment sollicité, toujours actif. Donc, le cerveau, d'une façon ou d'une autre, va chercher à s'occuper. Il y en a qui ont des comportements destructeurs, il y en a d'autres que, moi, par exemple, je sais que je vais être rapide à me mettre à dessiner, par exemple, dans mon agenda ou, bon, tu sais, je vais m'occuper d'une façon. Il y en a qui vont être comme moi plus calmes et il y en a d'autres qui vont avoir des comportements moins agréables en salle de classe. Un ennui choisi va être un ennui que je pourrais dire, exemple, on termine une tâche et il y a un temps mort, un temps de pause. Puis, l'élève n'a pas nécessairement quelque chose à faire. Donc, c'est pendant cet ennui-là, qu'on va dire choisi, qu'il va se trouver quelque chose qui l'intéresse, qui va susciter son intérêt. Par exemple, commencer à rêvasser. C'est pas mal de rêvasser. Rêvasser, c'est là qu'on trouve des idées. Moi, quand je tombe dans la lune de temps en temps, c'est là que je trouve mes meilleures idées pour mes projets en classe. Donc, rêvasser en fait partie. Se mettre à lire, se mettre à tricoter, aller faire du vélo, s'occuper, trouver une façon de s'occuper, non pas par obligation, mais par choix. Hein? Là, en ce moment, j'ai du temps libre. Ce matin, j'ai fait toutes mes tâches ménagères, j'ai fait mon lavage, j'ai fait mon ménage. Cet après-midi, j'ai rien à faire. Ah, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Mais c'est là que ça laisse place à la créativité, que ça laisse place à l'élève de pouvoir là, faire, faire ce qui l'intéresse. Tu vas pouvoir changer. Donc, c'est ça. Alors, le cerveau cherche toujours à s'occuper. Donc, s'il n'est pas suffisamment sollicité, bien, il va trouver une autre façon de s'occuper. Oui. Oui, je viens de voir la question de Francis. Quelle est la différence entre pratiquer un loisir, lire c'est plaisant pour moi, et l'ennui choisi? L'ennui est-il antonyme de bonheur? Non, je dirais que non, parce qu'en fait, oui et non, le loisir, l'ennui est synonyme de loisir parce que c'est quand j'ai rien à faire que je vais commencer mon loisir. Mais c'est sûr, mon loisir peut être planifié dans mon horaire, dans mon emploi du temps, mais disons qu'en ce moment, j'ai rien à faire, mais ça se peut que je me mette à lire. C'est pas parce que c'était prévu, c'est pas parce que c'était une tâche, c'est simplement parce que j'en avais envie puis j'avais du temps. Moi, je pense que c'est ça la différence, c'est quand on décide de lire par plaisir. Je m'en vais m'acheter un livre, là, je sais qu'avant le dodo, j'ai mon nouveau livre, je suis excitée, tout ça. Pour moi, ça, c'est pas de l'ennui. Je sais que ça va arriver, c'est OK, j'ai fini mon examen, j'ai fini le souper une demi-heure d'avance, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? OK, je m'ennuie comment?
Je vais embêter, je ne sais pas, mon chum, viens, ou OK, je vais fouiller, faire des choses qui m'intéressent, je vais prendre un tricot, je vais prendre un livre à ce moment-là. Je crois que c'est très différent quand c'est planifié, pas. C'est juste là la petite nuance, parce que dans le fond, dans l'ennui choisi, ça devrait être que des trucs qui nous intéressent, sinon on va se mettre à déranger les autres, on ne voudra pas rester dans cet état-là. Puis ça, c'est quelque chose qui Merci. s'enseigne. C'est quelque chose qui s'enseigne d'expliquer aux élèves quand ils ont du temps de lousse, quel genre d'activité, surtout en salle de classe, c'est sûr, tu ne peux pas aller faire du 4 roues pendant ton cours de français, mais il y a moyen de s'occuper avec quelque chose pendant un cours, que si tu as terminé la tâche qui t'était demandée, puis avant que, disons que les autres terminent parce que toi, tu as terminé plus vite, bien, il y a différentes options que tu peux faire. Peut-être si la lecture, c'est quelque chose qui t'intéresse. Moi, par exemple, dans ma classe, j'ai une bibliothèque, j'ai 2 bibliothèques, une de livres et une de magazines. Mais c'est facile pour un élève de juste dire, oh, madame, est-ce que je peux feuilleter un magazine en attendant? Mais oui, sûr. Il y a il y a moyen d'enseigner. Puis je pense que ça, c'est beaucoup en début d'année, quand on instaure notre routine de classe, qu'on peut déjà expliquer nos attentes aux élèves que, bon, regarde, ça va arriver des fois dans la classe que tu vas avoir des moments où est-ce que tu vas être moins sollicité. Quelles sont les attentes que j'ai envers toi? Moi, j'ai des mots cachés aussi que j'utilise de temps en temps, mes magazines. Des fois, même, je leur permets de dessiner. Des fois, là, ça fait juste du bien de... Non, je te demande rien de pédagogique. Fais juste dessiner un petit 2 minutes là, avant de recommencer ton travail. Des fois, c'est que ça, l'élève a besoin d'une petite pause pour laisser le cerveau décanter, qu'après ça, il soit plus investi quand ça revient. Ça m'amène à la faiblesse numéro 6, qui est les distractions. Donc, pour... oh, excuse-moi. Tu passé parce qu'on était Non, déjà c'est là. correct, c'est Ça va? correct. OK, excuse-moi. Je n'avais pas grand-chose pour celle-là. Non, mais c'est ça. Donc, les distractions, c'est ce qui va... on sait, là, les élèves peuvent être distraits par plein de choses dans la classe, que ce soit seulement un élève qui joue avec son crayon, un élève qui atchoum, l'intercom qui sonne aux 5 minutes. Il y a plein de choses qui se passent dans une école. Les distractions, c'est plate, mais on ne peut pas complètement les enlever. C'est sûr et certain qu'il va toujours en avoir. Reste à trouver une façon de ne pas trop se laisser influencer par elle. Donc, notre cerveau, en fait, là, c'est qu'il a 2 filtres qui vont nous permettre de faciliter le passage de l'information. On a le thalamus qui il est en charge, lui, des stimulants qui sont proches, qui sont dans notre environnement direct. Donc, du moment qu'il y a un changement dans notre environnement, quelqu'un qui lance un avion et que je la vois passer dans mon champ visuel, c'est sûr, ça vient me distraire, ça vient me déranger de ma tâche que j'étais en train de faire. Donc, il y a ça. Et il y a la mémoire de travail qui, elle, moi, je trouvais ça intéressant quand on a vu ça, c'est que si la tâche, et ça va être considéré comme une distraction, parce que ça nous empêche d'être concentrés sur l'essentiel, d'avoir une tâche trop complexe ou trop nombreuse. Par exemple, on donne un projet à faire à nos élèves. Il y a plusieurs étapes, plusieurs trucs qu'on doit faire pour avoir le résultat final. Mais de tout donner en même temps, ça peut être trop pour l'élève parce que là, il ne saura pas par où commencer. La mémoire de travail, elle va chercher l'information dont on a besoin. Mais si elle m'envoie trop en même temps, elle ne sait pas quoi aller chercher. Donc, ce qui est bien de faire, c'est vraiment de séparer. Donc, exemple que j'ai un projet, je pourrais séparer en étapes. Commence l'étape 1, une fois que c'est fini, étape 2. Donc, de donner une structure aux élèves à suivre, bien, ça va les aider à être plus investis parce qu'ils vont être moins perdus, ils vont se sentir accompagnés. Donc, ça va être moins épeurant pour eux. Et aussi, une tâche trop complexe, trop difficile peut venir nuire aussi au fonctionnement du cerveau des élèves parce que là, s'ils ne sentent pas qu'ils ont un sentiment d'efficacité,
s'ils ne sentent pas qu'ils ont tout ce qu'il faut pour être capables de réaliser la tâche, bien, on a des élèves qui vont complètement abandonner, qui n'essaieront même pas parce qu'ils vont considérer que, ah ben non, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Parce que leur cerveau va leur dire, ben non, il manque des éléments, il manque trop d'éléments pour être capable de faire ça. Le niveau de difficulté est trop élevé, donc l'élève va être désengagé parce qu'il ne se sentira pas compétent. On peut changer. Donc, en bref, les faiblesses que je vous ai présentées, donc l'ennui, les distractions, tout ça ensemble, des bonnes pratiques, des bonnes façons pour essayer le plus possible. C'est sûr qu'on n'aura jamais de cours parfait. On le sait, là, on est des enseignants, on a des bonnes et moins bonnes journées. Les élèves aussi, chaque élève, chaque individu dans la classe, c'est jamais pareil, mais le plus possible pour favoriser davantage leur engagement, bien, il faut garder en tête que des pauses dans une classe, c'est correct. Moi, j'ai des périodes de 75 minutes. Au début, c'est sûr que moi, je voulais remplir mon cours de la première minute jusqu'à la dernière minute, puis jamais de temps mort parce que j'étais trop terrorisée de perdre le contrôle de ma classe. J'avais peur que ça vire en chaos, j'avais peur de l'échapper. Alors qu'au contraire, en mettant volontairement des pauses de temps à autre dans mon cours, je trouve que ça les aide à rester plus concentrés. Je vous donne un peu un exemple. Pour mes secondaires 2, j'aime bien commencer avec un 10 minutes de lecture. Ça leur laisse leur temps d'arriver de la récré, s'installent à leur place, ils prennent leur magazine. Après ça, on a un deuxième bloc qui va être plus de la théorie, des choses comme ça. Et on a le troisième bloc qui va être surtout de la mise en pratique, des exercices concrets qu'ils vont faire. Donc, moi, je le sépare en 3. Ça dépend de ce que j'ai prévu, mais généralement, j'essaie toujours de séparer mon cours en différents morceaux. Comme ça, chaque fois qu'un morceau termine, il y a une petite pause. On commence un nouveau morceau. Ah, tiens, une autre petite pause. Donc, ça permet de bien se reposer entre les éléments apportés. Parce que le niveau d'attention varie entre 30 et 45 minutes. Donc, c'est sûr et certain qu'à 75 minutes, les élèves ne seront pas capables de rester super focus. Donc, de le séparer comme ça, bien, ça l'aide. Éviter les distractions, le multitâche, c'est sûr, les distractions, comme je le dis, on ne peut pas les éviter complètement, mais celles qu'on est capable, le plus possible, c'est le mieux. Le multitâche, donc d'éviter de demander trop de choses en même temps à l'élève pour éviter de le surcharger cognitivement. Ça va beaucoup l'aider aussi. Puis, donc, c'est ça, les petites pauses dans le cours. Je ne sais pas si vous avez des idées que vous faites déjà ou que bon, vous pensez. Peut-être dans le chat, vous pourriez en écrire si ça vous tente. Moi, j'ai parlé tantôt que j'ai des magazines qui peuvent aller consulter quand ils veulent. J'ai des mots cachés que je garde aussi. Ça, c'est mes petits go-to quand j'ai besoin de quelque chose de rapide pour donner un petit break, une petite pause à mes élèves. Une petite discussion aussi, ça peut très bien faire l'affaire. On vient de terminer, je ne sais pas moi, un bloc. Puis, on leur dit, bon, mais là, vous avez un petit 2 minutes, 3 minutes juste pour discuter ou peut-être même se lever de sa chaise, se rasseoir, juste pour dire qu'on se délie les jambes un peu. Un jeu de classe qui prend 5 à 10 minutes, comme il y en a un qu'on va vous présenter dans le pas long, bien oui, effectivement, un petit jeu qu'on a qui ne prend pas de temps à installer, qui ne demande pas 5 minutes de préparation, bien pourquoi pas? Tout est bon. Ce n'est pas obligé d'être quelque chose qui est relié à la matière qui va être à l'examen. Non, ça peut être quelque chose qui est juste le fun. Continuer à travailler le français, mais qui est juste le fun. Donc, voilà, ça peut être quelque chose comme ça. On peut changer. Bon, là, on l'a nommé tantôt. Quelqu'un l'a nommé dans le chat. L'ennui peut mener à la créativité. Donc là, on va regarder, je vais regarder avec vous la créativité, comment on peut aider la créativité à émerger dans la salle de classe. Parce que c'est ça, on a vu que l'ennui choisit. Donc, quand on a du temps de lousse, on n'a rien de prévu, on a terminé une tâche, c'est là que la créativité va avoir plus de facilité à ressortir. Donc, quand on commence à rêvasser, quand on tombe un peu dans la lune, c'est là que ce qu'on appelle notre réseau de mode par défaut, que là c'est là que je vais comparer le cerveau à un ordinateur.
quand on tombe en mode veille. Quand on tombe en mode veille, c'est là qu'on va avoir peut-être des images, des idées qui vont nous passer dans la tête. Peu importe ce qu'on est en train de faire, selon ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, bien, mes pensées vont être reliées avec ça. Puis, je vais avoir mon réseau de contrôle exécutif. Il y a une autre partie de mon cerveau, une autre fonction de mon cerveau qui va aller sélectionner les idées que je trouve intéressantes. Donc, moi, là, par exemple, dans ma salle de classe, quand je n'ai pas d'élèves, que je suis dans une période libre, et que là, ça m'arrive des fois de rêvasser dans ma classe. Mais j'ai toujours, moi, un bloc-notes proche. Donc, quand je commence à être un peu à être dans mes pensées, à rêvasser, des fois, j'ai des idées qui me viennent, puis je les note sur mon bloc-notes. Ça m'aide à m'en rappeler. Des fois, je m'en sers, des fois, je ne m'en sers pas. Donc, même chose pour les élèves. Si on leur demande, par exemple, une production écrite, il faut qu'ils pensent à un sujet. Mais c'est correct là, de leur laisser le temps de rêvasser un peu en attendant d'avoir une idée. C'est sûr, on peut aider à stimuler un peu leurs idées, mais reste que si ça vient de lui, c'est sûr que ça va être plus motivant d'écrire son histoire s'il a lui-même trouvé son idée. On va pouvoir changer. Donc, différentes façons de solliciter la créativité, de stimuler la créativité en salle de classe. Bien, de un, c'est de créer un environnement sûr. Donc, on veut que la salle de classe soit un endroit sain, un endroit où est-ce que les élèves vont bien se sentir. Tania l'a mentionné d'ailleurs dans sa partie, c'est très important que lorsque l'élève rentre dans la classe de français, mais qu'il ne sente pas toute la pression, qu'il se sente bien, ça va vraiment l'aider. Diminuer le stress, donc aider l'élève à avoir des bonnes émotions quand il va être en français. Donc, c'est sûr que si on a des émotions négatives, ça va jouer sur notre créativité. Si je suis trop stressée, je vais avoir de la difficulté à trouver des idées pour un projet, pour un texte. Mais si au contraire, je me sens bien, je me sens relax, bien, c'est là que les idées affluent plus et que je risque d'être plus créative à ce moment-là. Favoriser les émotions positives. Donc, s'assurer que la classe reste un endroit où est-ce qu'on a du plaisir, on a le droit à l'erreur, on essaie des choses, on partage. C'est tout ça, comme Tania l'a dit, une classe de français, c'est normal que ça soit bruyant. C'est normal parce que c'est ça qu'on veut. On veut que les élèves partagent leurs idées. On veut qu'ils s'entraident. Si les élèves sont assez à l'aise pour s'entraider, mais un élève qui a plus de difficultés, je vais en avoir un autre qui va l'aider à traduire. Ah, c'est quoi donc ça en français? Ah, c'était l'affaire. Puis là, c'est là que le partage de connaissances, l'interaction devient super intéressant en classe. Puis, aussi de favoriser une pédagogie par projet. Donc, d'émettre le plus possible à l'action. C'est sûr que ça va aider aussi. S'ils se sentent en contrôle, s'ils se sentent moi, j'ai le volant dans les mains, là. C'est moi qui dirige, c'est moi qui décide où est-ce que je m'en vais, bien, c'est sûr qu'ils vont se sentir encore plus engagés, encore plus impliqués dans leur apprentissage. On peut changer. Et enfin, les erreurs. Les erreurs, et là, ça, je trouve ça le fun. Tania, au début, a dit, là, c'est notre première fois, ça se peut qu'on fasse des erreurs, ça se peut qu'on se trompe. Bien, c'est correct. C'est vraiment correct parce que les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Donc, de faire comprendre ça aux élèves que il n'y en a pas de problème. Tu t'es trompé, c'est pas grave. Au moins, tu as essayé quelque chose. Puis, à force de faire les erreurs, mais à un moment donné, tu ne vas plus faire les mêmes, tu vas en faire d'autres. Puis, ta connaissance, tes savoirs, bien, ils vont se construire au fil du temps comme ça. Et moi, j'apprends mon anglais en travaillant dans une école anglophone. Je n'étais pas bilingue du tout quand j'ai commencé là. Mais des fois, en dehors des classes, je m'amuse à essayer de parler anglais avec eux. Ils rient un peu de mon accent, c'est pas grave. Mais je leur montre que j'essaie, je fais des erreurs et il n'y en a pas de problème. Ils n'ont pas à se sentir mal de faire ça. On va pouvoir changer à la prochaine. Donc, les erreurs, c'est quelque chose d'humain. Ça fait partie du processus d'apprentissage. On vit dans un monde qui est en constante évolution.
Donc, il y a toujours quelque chose qui va changer. La fameuse règle des participes passés qu'on veut réformer, qu'on veut changer pour faciliter. Il y a des connaissances comme ça qu'on a acquis depuis X nombre de temps et que pour une raison quelconque, ça a changé, ça s'est amélioré. Notre cerveau doit jongler avec tout ça. Donc, il est constamment en train de s'adapter aux nouvelles connaissances qui lui sont proposées. Apprendre une nouvelle langue, il est constamment en train d'apprendre différentes façons de nommer des réalités qu'il connaissait déjà, mais en anglais, par exemple, ou en autre langue. Puis, on me dit que hey, ta réalité d'une bouteille d'eau, ça peut aussi être a bottle water. Je l'ai dit, je ne sais pas très bonne. Mais tu sais, la façon de nommer les choses n'est pas la même. Puis là, le cerveau est en train d'emmagasiner ça. OK, donc nommer les choses peuvent être faites de différentes façons. Donc, c'est les erreurs qui nous aident à comprendre ce qu'on n'a pas compris. Quand je fais une erreur, c'est là que, OK, parfait, ça n'a pas fonctionné, je vais essayer quelque chose d'autre la prochaine fois. Donc, ça travaille beaucoup la flexibilité du cerveau. Puis, les erreurs, bien, ça permet de progresser, ça fait partie de l'apprentissage, donc ça permet le progrès. On va changer. Oui. Donc, finalement, pourquoi pas célébrer les erreurs, puisqu'on n'a pas le choix de faire des erreurs si on veut apprendre. Hein, c'est toujours ceux qui ne font jamais d'erreurs, ceux qui ne font jamais rien, qui ne font jamais d'erreurs. Donc, au lieu de voir ça de façon négative, c'est d'amener les élèves à comprendre que non, c'est un processus normal, c'est un chemin que tu dois prendre pour arriver à apprendre, à acquérir de nouvelles connaissances. Puis, lorsque les élèves font une interaction orale, par exemple, faire des erreurs à l'oral, c'est ça qui les gêne souvent. Hein? Ah, je ne veux pas parler français parce que je sonne beaucoup trop anglais ou c'est sûr que je vais le dire tout croche. Bien, il faut les laisser s'essayer, puis ne pas les reprendre toujours. Quand ils nous parlent en français, ils vont faire des erreurs, puis c'est bien correct. Quand on fait une évaluation, moi, j'ai toujours un petit pad à côté de moi, là, un petit bloc-notes. J'écris mes commentaires, j'écoute l'élève, j'écris mes commentaires, je ne l'interromps pas. Comme ça, il s'essaye, prend un peu confiance. Il n'est pas sûr, mais bon, il le fait. À la fin de l'évaluation, c'est là que je vais faire part de mes commentaires pour les prochaines fois. Et oui, des commentaires comme ça, mais aussi des fois, juste de discuter sans nécessairement chercher à évaluer, c'est correct aussi. Quand les élèves viennent nous parler, puis on est en classe et ils s'essayent, je ne suis pas toujours en train de les reprendre. Je les laisse s'essayer. Puis des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon, mais au moins, ils s'essayent. C'est juste dans certains contextes ciblés que là, je vais plus m'attarder à l'évaluation. C'est beau? Oui. OK. Alors là, on vient de faire, je pense qu'un 9 heures de théorie qui nous a été donnée en 45 minutes. Si vous avez des questions sur la théorie, vous pouvez les poser maintenant. Puis la deuxième partie, où est-ce qu'on s'en va maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Maintenant qu'on sait que ces embûches-là existent chez l'être humain, comment est-ce qu'on peut en tirer profit ou apprendre à travailler avec tout ça pour que on soit capable d'intéresser nos jeunes malgré ces faiblesses-là. Je vais te laisser regarder la question, Jenny. Ah, OK. Oui, je viens de répondre. OK. Alors, rapidement, parce qu'on va les regarder plus en détail, là, ce qu'on veut, c'est maximiser toutes nos ressources. Alors, ce n'est pas juste de s'asseoir et d'écouter, il faut bouger, il faut faire des pauses, il faut changer d'activité. Ça aide dans une salle de classe. On veut que les enfants travaillent ensemble et en interaction. C'est très beau, les écritures, les lectures, ça, c'est plus du décotage. On a le temps. Quand on est dans l'action, quand c'est à l'oral, ben, on a moins de temps d'organiser tout ça et c'est une façon d'apprendre aussi. Il faut s'assurer de ne pas demander la même chose à
tous nos élèves. Ils ne sont pas tous au même niveau, ils n'ont pas tous le même niveau d'aisance, de confiance envers l'enseignant et envers leur père. Il faut faire attention aux émotions. Il y a des élèves qui peuvent se fermer si on ne sait pas les prendre dès le début de l'année, puis on va les perdre pour l'année au complet. Et aussi s'assurer que ce qu'on présente, ben, c'est à la portée de tous. Si on donne quelque chose de trop facile, on va les perdre. Si c'est trop difficile, ils ne vont pas s'engager. Alors, comment est-ce qu'on peut faire tout ça dans la classe? Janie, je te laisse présenter ceci. Oui, donc comment maximiser les ressources cognitives de nos élèves dans la classe? Lier les expériences nouvelles à celles du passé, donc toujours faire un lien entre ce qu'on apprend, ce qu'on a appris, pour toujours donner un sens aux apprentissages. Ça va être beaucoup plus facile de les mémoriser pour les élèves. Attirer l'attention et stimuler la curiosité avec des surprises. Des fois, ça va m'arriver. OK. Je vais te laisser regarder la question, Tania. Ça peut m'arriver des fois de faire différent, d'arriver dans la classe et de dire « Hey, la gang, aujourd'hui, j'ai le goût qu'on essaye quelque chose de différent. » Puis ça les déstabilise un peu, mais ils trouvent ça le fun. Puis mes surprises, c'est toujours des petites compétitions de quelque chose, des petites activités. Puis ça n'a pas besoin d'être très compliqué. Juste le fait de changer un petit peu la routine des fois, c'est assez pour garder leur attention. Favoriser la globalité. Donc, comme Tania parlait, de viser les généralités pour que vraiment les connaissances de base soient maîtrisées, acquises. Après ça, on viendra ajouter des pièces à la pyramide. Mais si la base n'est pas tout à fait solide, il ne faut pas trop en demander non plus. Favoriser le sommeil sur les devoirs, donc le fait d'espacer, comme Tania avait dit, les périodes d'études sur plusieurs jours, de courtes périodes d'études sur plus longtemps, va être beaucoup plus bénéfique qu'un 4 heures juste avant l'examen. Ton sommeil, le sommeil de l'élève va être beaucoup meilleur, donc il va être plus en forme le lendemain pour faire ce qu'il a à faire. Mobiliser toutes les langues, donc toutes les connaissances qu'on a, que l'élève a de sa langue première, de sa langue seconde, de sa langue tierce, de toutes les langues qu'il connaît, d'être capable de les voir, de les mettre en relation, c'est quelque chose de très intéressant qui, je pense, aide aussi à être plus engagé. Des fois, ce que je fais avec mes secondaires 2, c'est qu'on s'amuse à traduire des phrases. Des fois, je pars de l'anglais, on va vers le français, mais des fois, je fais l'inverse aussi. Mais quand je pars du français vers l'anglais, on travaille, on la traduit, nanana. Puis j'ai une élève, à un moment donné, c'est qu'elle me dit ouais, mais madame, la phrase en ce moment en anglais, elle ne fait pas vraiment de sens. Je dis ah ouais? Je dis OK, mais comment on va la replacer pour qu'elle fasse du sens en anglais? On la travaille, on la replace, parfait. Fait que là, je leur montre que ta connaissance de l'anglais t'a permis de faire une bonne traduction de la phrase en français. C'est normal que mot par mot, la traduire, ça ne donne pas exactement ce qu'on veut, mais ta connaissance de ta langue va t'aider, tu sais. Alternance entre tension et détente, donc être en travail, une petite pause, être en travail, une petite pause, donc de donner des petites pauses à notre cerveau, ça fait toujours du bien. Puis favoriser la répétition espacée, ça revient à encore l'exemple de faire plein de petits blocs de quelque chose pour aider à apprendre. OK. Ensuite, on va regarder l'interaction, pourquoi c'est important lorsque nos élèves ont un objectif commun. Si on les met au travail sur une tâche qui est commune, d'abord, la grande majorité ne voudra pas laisser tomber les pairs. Alors, on ne veut pas nuire à l'équipe. On se met au travail parce que l'objectif est le même. On en a déjà parlé. Avec le temps, on finit par connaître nos élèves et on sait que, OK, moi, je les appelle les boulets, là. J'ai dit, moi, je ne veux pas d'équipe avec des boulets. On n'en veut pas en classe, là. Les premières fois, on se fait avoir, ils sont avec les amis, avec ci, avec ça. On voit bien qu'ils travaillent, qu'ils ne travaillent pas. Mais pour une collaboration optimale, il faut apprendre à connaître à nos élèves. Puis nous aussi, faire des erreurs quand on les place les premières fois. Puis après ça, on se dit, OK, ici, la créativité est excellente. Ici, le niveau de français est excellent. Ici, l'organisation. Puis on fait des meilleures collaborations. Super important. Encore une fois,
que ça fasse du bruit. Il y a souvent, moi, plus tellement parce que je suis assez vieille que ça ne me dérange pas, là. Mais je sais qu'en tant que jeune prof, c'est « Oh mon Dieu, il ne faut pas qu'ils entendent si la direction passe, puis ils parlent, puis c'est trop fort. » C'est une peur, une crainte bleue. Puis je me dis, mais comment est-ce qu'on peut apprendre une langue si on ne la parle pas, si on ne l'utilise pas? Avec le temps, la peur de la direction, de se faire chicaner, de se faire rentrer, tout ça est passé parce que mon objectif premier, c'est que l'enfant apprenne. Alors, oui, le bruit, c'est normal et il faudrait même en entendre dans les classes de français. Et finalement, trouver du travail parce que tout le monde peut apporter à l'équipe. Ça se peut qu'on ait un élève qui vient d'arriver d'une autre province, d'un autre pays. Il n'y a pas tellement d'apport au niveau de la langue à amener, mais cet enfant-là peut être superbe à dessiner, à faire des montages, à filmer. Alors, essayer de trouver quelque chose qui va permettre à tout le monde de faire sa part, peu importe le niveau de français, parce que c'est très facile de briller dans la classe quand on a été élevé dans une maison où maman ou papa, on est allé au primaire en français. OK, c'est certain, là, mais qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui viennent de débarquer ou ceux qui ont beaucoup de difficultés? Je pense que c'est important d'essayer de leur trouver aussi une place dans tout ça. Janie, je te laisse continuer. Puis, donc, on a parlé de différenciation. Donc, comme Tania le mentionne, on a des élèves qui ont été à l'école francophone, puis qu'après ça, ils viennent faire leur secondaire en anglais ou qui arrivent d'un autre pays, d'une autre province. Ça m'arrive. Moi, j'ai un élève qui est arrivé de l'Alberta, je crois, puis il n'a pas vraiment eu de français, de ce que je comprends. Donc, il part avec beaucoup de retard comparé aux autres élèves de sa classe. Donc, il faut que je trouve une façon de le faire progresser dans ma classe sans tomber dans le piège de donner la même chose que les autres, il ne sera pas capable. Donc, il faut être capable de différencier. Donc, ça peut se faire en employant une combinaison de méthodes. Donc, on peut y aller avec du travail en équipe, du travail solo. On peut y aller avec du travail avec l'ordinateur, avec crayon, papier. Il y a vraiment différentes façons qu'on peut varier nos activités dans la classe, inclure de la compétition, inclure le jeu, favoriser l'entraide. Ensuite, les variétés de médias, on peut, oui, faire lire un texte, mais on peut aussi faire écouter des choses. J'ai fait écouter des chansons cette année à mes élèves, écouter des films, donc jouer avec tout ça, les médias, faire des films aux élèves aussi. Il y en a, je leur ai fait faire des petites pubs, des petites pubs de quelque chose. Bien, c'est intéressant aussi, c'est des façons différentes de les faire travailler pour arriver au même résultat. Puis, intégrer le mouvement, bien, c'est ça, de favoriser le fait qu'ils puissent bouger pour rendre ça plus dynamique. OK. Pour moi, ce qui est plus important dans une salle de classe, c'est vraiment valider les émotions des enfants, là. Pour moi, il n'y a aucune façon d'enseigner si l'élève, le français, en tout cas, je ne sais pas pour les autres matières, là, il n'y a aucune façon qu'un enfant peut apprendre s'il ne se sent pas à l'aise dans notre classe. Je pense que dès la première journée d'école, je me mets à parler en anglais, tout croche les fautes, on rit, puis quoi? Puis il arrive quoi? J'ai dit, moi, en tout cas, je me fais un devoir qui rit de moi en anglais, puis je leur dis souvent, ben, de toute façon, même si c'était pas bon, il y a juste moi qui le sais, puis moi, je ne vais pas te juger. Fait qu'il n'y a pas de problème, là. Mais en fait, c'est dédramatiser, mettre un accent, ouais, puis je leur dis souvent, si on vous prenait vous, puis on vous mettait ailleurs, votre français, il serait merveilleux, ne vous comparez pas. Essayez de créer une ambiance qui est positive dans la classe. Super important. Il y en a des enfants que ça fait, moi, j'ai secondaire 5, là, ça fait 11 ans qu'ils échouent le français. Fait qu'ils rentrent déjà en se disant, ben, ça donne rien, puis je leur dis de me faire confiance, puis qu'on va travailler, puis qu'il y a des façons de faire, puis qu'on va regarder ça autrement. C'est important de souligner, pas juste dans la classe, à l'extérieur, s'ils ont une game, s'ils font partie d'une équipe de je ne sais quoi, « Hey, comment ça a été, une nouvelle coupe de cheveux », n'importe quoi pour créer un lien avec ces enfants-là. Ça aide énormément par la suite
à ce qu'ils veulent travailler pour nous, malgré le fait qu'ils ne sont pas bons, malgré le fait qu'ils ne savent pas, qu'ils échouent depuis toujours. Dans aucun cas, j'ai comme un traumatisme, moi, des présentations orales devant la classe, là. Je me fais un devoir, jamais que je vais leur demander de présenter quoi que ce soit. Mais quand la confiance est là, eux peuvent me dire, ben madame, moi j'ai envie de le faire. Puis là, c'est comme wouhou, dans ma tête, c'est le meilleur scénario. Ça n'arrive pas souvent ni tout le temps, mais j'ai des traumatismes de classe d'anglais langue seconde où je vais présenter devant la classe, là, d'être stressée, rouge, en sueur, là, vraiment, pas dormir la veille. Je veux pas qu'aucun enfant se sente de cette façon dans ma classe, là. C'est tellement important de remarquer tout ce qu'ils font, mais pas juste dans la matière qu'on enseigne. Créer le lien, s'il n'y a pas de lien, là, surtout en langue seconde, c'est vraiment difficile. Au niveau des jeunes, là, c'est vraiment difficile parce qu'ils n'aiment pas ça, ils ne voient pas vraiment pourquoi. Puis si on n'a pas de lien, ben, ils ne feront rien pour nous. Puis c'est là que ça peut devenir un peu cauchemardesque, là. Notre classe, là, ça peut nous occasionner beaucoup de problèmes. Puis la dernière chose, c'est de rentrer positif. À chaque jour, c'est une nouvelle journée. Peu importe ce qui est arrivé la veille, peu importe si on a eu une bonne, mauvaise classe, on repart en neuf à chaque jour. On essaie d'être positif. On essaie d'être positif dans ce qu'on dit, même dans la façon où on corrige. Oui, c'est sûr on doit se soumettre à un cadre d'évaluation, mais aussi on peut annoter les bons coups, même si ça ne vaut pas 5 points, même si apprécier des efforts, même si ce n'est pas pour les points ou pour le pourcentage, là, je pense que c'est important. Puis je pense que quand on est heureux dans notre salle de classe, quand on est positif, bien, c'est contagieux. Les enfants aussi, ils le deviennent. Puis il y en a que ça prend beaucoup de temps, puis il y en a qui ne le seront jamais, mais la majorité, ils embarquent avec nous. C'est beaucoup plus agréable de les avoir de leur côté, contents d'être nous, qui nous regardent, qui sont en train de se morfondre. Là, pour moi, en tout cas, c'est plus gagnant. C'est préférable. Ça m'aide beaucoup à enseigner dans le concret, là, de créer un beau climat avant de se mettre aux choses sérieuses. Stimuler la motivation intrinsèque, donc comment arriver à ce que les élèves, de par eux-mêmes, soient plus engagés. Le numéro 1, le défi, l'équilibre entre le défi et est-ce que je suis capable de le faire. On veut être dans la zone de flow, on veut être dans un parfait équilibre entre je me sens challengée, c'est un défi que je me sens capable de relever. C'est pas trop facile, donc je ne tombe pas dans l'ennui de je vais vouloir lancer des boulettes de papier. C'est pas trop difficile, j'ai les connaissances nécessaires, donc je ne tombe pas dans le je suis super angoissée, stressée, je ne veux pas le faire parce que de toute façon, je n'y arriverai pas. Donc, d'arriver à trouver cet équilibre-là d'une tâche qui est assez stimulante pour les intéressés. Créer des activités porteuses de sens, donc on le dit depuis tantôt, relier les apprentissages à des choses qu'ils connaissent, relier les apprentissages entre elles pour donner du sens, parce qu'on apprend beaucoup mieux si on est capable de relier une connaissance à quelque chose, si on est capable de faire des liens. C'est comme ça que le cerveau fonctionne, il crée des liens, il crée des petits liens entre ses neurones, mais c'est en créant des liens entre les connaissances qu'on réussit à faire ça. De créer des activités qui respectent l'autodétermination des apprenants, donc des activités qui vont pouvoir prendre de l'autonomie, qui vont pouvoir prendre des décisions, qui vont pouvoir être au contrôle de ce qu'ils vont réaliser, et, en tout cas, ou du moins avoir l'impression de, et de s'assurer que les étudiants vivent des réussites, même si c'est juste des petites réussites, de petits jeux, petits tests qu'on fait, peu importe. Il faut que les élèves aient ce sentiment-là de réussite au moins quelques fois dans leur parcours scolaire pour aider à nourrir leur sentiment de compétence pour qu'ils aient envie de participer dans la classe. C'est bon, Jenny? Oui. OK. Alors là, on aurait comme terminé la deuxième partie de l'atelier. On a mis en place la théorie. On est allé voir un peu dans la classe à quoi ça pouvait ressembler. Puis, Janie et moi, on a envie de vous proposer une activité
qui devrait, en tout cas qui se veut engageante. Moi, je l'ai testée avec mes élèves, puis c'est pas les plus forts, les plus beaux, les plus fins, mais ça s'est très bien passé. Ils ont aimé ça, malgré qu'ils ne sont pas bons en français, malgré qu'ils ne sont pas bons en dessin, ça a fonctionné. Alors, à la lumière de tout ce qu'on a appris au cours des 2 dernières années, on en est venu aussi à créer des activités pour la salle de classe, et puis tout ça sera disponible sur Learn. On ne sait pas encore quand, on n'a pas les détails, on n'est pas Learn, nous, mais ça s'en vient. Vous pourrez avoir un bassin d'activités stimulantes, engageantes, à la portée de tous. Alors, si vous le voulez bien, peut-être que vous avez déjà tout ça sous la main, mais un papier, un crayon. En fait, on va vous demander de dessiner ce que Janie va lire. Il n'y a pas de stress, là, c'est des petits bonhommes. Des petits Oh oui, bonhommes il n'y a pas de stress, c'est ça, c'est du bonhomme allumette, là, il n'y a pas de compétition de dessin ici, c'est assez simple. Donc, dans une salle de classe, on demanderait à un enfant de dessiner et à l'autre de lire, et puis on essaie d'alterner, donc on verra après notre dessin, là, notre image choisie, mais on pourrait faire à tour de rôle. Alors, on s'assure que les deux ont une chance de comprendre ce qui est dit et aussi de dire ce qui est dit. Puis il y a des possibilités de varier tout ça selon le niveau. On en reparlera plus tard si vous le voulez bien. Janie, j'oublie-tu quelque chose? Non, non, je pense qu'on va y aller comme ça, puis on fera une petite conclusion avec ça. Donc, je vous lis les phrases. Je vous le dis, au total, vous allez avoir 6 petits bonhommes alignés. Donc, sur la même ligne, vous allez dessiner 6 petits bonhommes. Donc, j'y vais. Il y a 6 bonhommes allumettes côte à côte. Le premier est debout, les bras le long du corps, les jambes collées. Le deuxième a les jambes écartées et les bras dans les airs de chaque côté de la tête. Le troisième a les jambes fléchies et écartées et ses bras sont à l'horizontale. Le quatrième a les jambes fléchies et écartées, a le bras gauche dans les airs et le bras droit le long du corps. Le cinquième a les jambes fléchies et écartées. Il est penché vers la droite, le bras gauche au-dessus de la tête et le bras droit sur sa hanche. Le sixième est en équilibre sur sa jambe droite, la jambe gauche dans les airs. Il a les bras à l'horizontale. OK. Alors, je ne sais pas s'il y avait assez de temps. C'est sûr qu'on s'imagine qu'en salle de classe, les enfants répètent énormément pour arriver à la fin. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est qu'ils le fassent en anglais, qu'ils finissent par… On ne peut pas tout éviter ces pièges-là, mais on va travailler avec les élèves qui veulent travailler, avec ceux qui ont envie de s'amuser avec nous. Ce sont des activités qui peuvent être présentées pour un moment de transition, par exemple. Là, ça se fait assez vite, ça ne demande pas énormément de préparation, puis ça fait un bris dans, ça vient comme rafraîchir nos idées, ça vient nous aider dans tout ça. Là, je pense qu'on aurait aimé que vous preniez une photo de vos dessins puis nous mettre ça dans le chat, mais techniquement, là, je pense que c'est un peu complexe. Alors, on va vous dévoiler les réponses. Vous pourrez comparer, décider, nous dire si ça ressemble ou pas. Je pense que le cinquième, c'était quelque chose là, à dessiner. Là, vraiment, je n'étais pas certaine, mais
quand on dévoile tout ça, ben, les élèves, ben, voyons, tu ne m'as pas écouté. Il y a comme des discussions oui, qui ça fait ressortent de rire. ça. Mm. Ce qu'on voulait aussi rajouter, c'est selon le niveau des élèves, d'abord, les élèves pourraient même travailler avec le professeur d'art ou je ne sais quoi, créer l'image ou en chercher une autre plus complexe. On pourrait demander, au lieu de donner des phrases déjà toutes écrites, on pourrait demander à l'élève de préparer les phrases, ainsi de suite. On peut faire changer les dessins d'une équipe à l'autre. Alors, on pense qu'il y a quand même des possibilités intéressantes avec quelque chose qui est simple. Tout le monde, tous nos élèves, avec un accent, avec des erreurs, ils peuvent tous lire, puis ils devraient tous être capables de faire des bonhommes allumettes. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut se faire, mais oui, je vais répondre à ceci. Le flow, c'est le travail qu'on a fait. En fait, c'est le travail de M. Zuniga. Lui, il a travaillé dans les écoles pour trouver, en fait, c'est le moment optimal, le flow. Où est-ce que toutes les étoiles s'alignent, que tout est parfait pour apprendre. C'est comme un moment qui est presque hors réalité. C'est comme un temps d'arrêt dans la réalité où tout s'aligne, tout fonctionne parfaitement. Puis c'est en faisant des activités qui brisent les verbes, qui brisent les examens, on essaie à ce que nos élèves de langue seconde se retrouvent dans un état comme ça quand ils travaillent. Et pour ça, ben, il y a plein de variantes. Il y a le temps, il y a une notion de compétition, il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut qu'il y ait un but commun à faire ensemble. Tout ça va amener cet état optimal où est-ce que, wow, tout fonctionne, je prends des risques, je suis capable de le faire, puis c'est ce qu'on essaye d'amener en salle de classe pour que chacun des apprenants se sente apte à faire le travail. C'est qu'une activité flowisée, c'est le flow qu'on veut amener des activités pour que l'élève soit le plus engagé possible dans la tâche. Et quand nous, on s'est fait présenter ça, il y avait une vidéo qui parlait du flow, mais pour des sportifs. Donc, on peut avoir cette idée-là en tête. Quand, je pense que c'est Michael Jordan qui avait pris comme exemple qu'il avait fait un panier à 3 buts, puis quand il reparlait de son match après, là, je vous dis ça vraiment grossièrement, mais après, quand il s'était fait reparler de son exploit, c'était vraiment quelque chose. Il n'y avait aucune connaissance qui avait fait ça. C'est comme si c'était hors de lui. C'est quand tu t'es tellement investi dans la tâche, dans ce que tu fais, que tu perds la notion du temps, tu perds la notion de l'effort. C'est juste, ça arrive. Ça arrive, tu es dans la zone, tu es in the zone, c'est comme ça qu'ils le disent dans la vidéo. Tu es tellement engagé que on oublie tout le reste. Tout ça, tu perds la notion du temps là, quand tu es engagé à ce point-là. Ouais. C'est sûr qu'on ne peut pas, en salle de classe, toujours les avoir là. Je pense que c'est inhumain. On ne serait pas capable, puis eux non plus, parce que ça demande beaucoup d'énergie, même si on ne s'en rend pas compte, parce que c'est amusant, puis on est bien, là. Mais c'est ce qu'on essaye d'amener en salle de classe pour favoriser l'apprentissage. Je ne sais pas, Janice, si le commentaire, c'est... Oui, non, c'est ça. Oui, c'est ça, le momentum, exactement. Il y a différentes façons de le nommer. C'est ce petit moment magique-là. C'est ça, exactement. Ici, oui, 5 minutes. OK, parfait. Je veux juste plugger nos collègues qui font de la série Learn, qui font d'autres ateliers qui sont en lien avec le flow, justement. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus, c'est vraiment, oui, c'est ça, moment magique en plein ça. Allez voir si ce n'est pas déjà fait ou en rediffusion. Je suis pas mal sûre que ça va être en rediffusion, la majorité des ateliers. Hein. Mais celle qui comporte le flow, là, c'est super intéressant. Là, ça donne plusieurs bonnes idées pour essayer de dynamiser davantage nos classes pour vraiment là, viser l'engagement de nos élèves. Ouais. Étant donné, Janice, je ne veux pas t'interrompre, là, je suis comme stressée par le temps. Il Oui. nous reste une diapo à vous montrer. Ça
Ce serait un peu le récapitulatif, là. En salle de classe, ce que vous voulez, c'est que ça soit positif, que ce qu'on fait, ben, il faut rattacher ça, faut qu'il y ait un sens, faut que l'enfant se sente en contrôle, qu'il est capable de faire, puis qu'il y a un mot à dire, puis un regard là-dessus. Il faut toujours avoir un contexte. On ne peut pas envoyer des verbes, des mots comme ça sans lien. Ben oui, nos petits génies vont nous répondre tout ça, mais ça ne va pas rester pour la grande majorité. Un bon niveau de stress, c'est important. Le stress, ça peut être aussi positif, mais pas trop parce que là, on décroche. Aérer tout ça, donner le temps d'installer les choses, revisiter, prendre des pauses, répéter. Encore et encore, ça finit par rentrer. Puis, ce qui est problématique, c'est quand on n'a pas de contexte. Comme je disais, là j'ai un examen, j'ai le bulletin, j'ai besoin de ça vite, vite, vite. Mais on sait que ça ne vaut rien, puis on le sait en le faisant, mais on a une contrainte malheureusement. Et aussi, apprendre du par cœur, ben, ça ne reste pas. Je pense qu'il nous reste 3 minutes et puis là, ben, ça serait à vous. Le micro est à vous si vous avez des questions ou des L'eau est à commentaires. 14h30, si ça vous intéresse. Alors, Oui, je ne sais pas, le PowerPoint, si on va pouvoir le mettre. ben, en fait, tu sais, Janice, c'est comme à nous. Moi, là, est-ce que tu veux qu'on le partage Moi, ça ne me ici? dérange pas. Est-ce que Monsieur Marc, c'est quelque chose qui est possible? Je veux Oui. dire, c'est Eh quand oui. même. Oui? OK, ben, on vous met ça. Laissez-moi un instant. Je vais arrêter. Est-ce que je peux arrêter de Est-ce partager? que ça peut être mis dans les ressources du congrès? Oui, Ah, bon, parfait. On mettra ça là. Alors, est-ce que je vous l'envoie à vous? Je vais vous le mettre dans le chat. comme vous voulez. Ouais, je vais arrêter de partager. Je vais aller chercher mon lien. Puis, je vais le mettre là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Janie, je te laisse faire parce que là, je peux. Oui, oui, je regarde le chat. Merci de nous avoir écoutés. Oui, merci beaucoup. La première fois, en tout cas pour moi, la première fois. Une belle fin d'année scolaire aussi. Ça s'en vient, lâchez pas. Oui.